Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir tenu jusqu'à la dernière session de la journée. Donc aujourd'hui, on va parler High Performance Computing ou calcul haute performance pour accélérer l'innovation dans les industries et notamment la recherche, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir Ryan Chiki qui est de l'Institut Pasteur qui va nous parler d'un projet assez exceptionnel et qui va nous expliquer ça tout à l'heure. Et on a aussi la chance d'avoir Arthur Petitpierre qui est Solution Architect dans l'équipe Graviton, qu'on va discuter aujourd'hui, et tout ce qui est solution de compute, et qui, avant de spécialiser dans Graviton, faisait du high performance computing, donc on a vraiment des experts là-dedans. Et donc moi, je suis Patrick Lamplé, donc je suis spécialiste Solution Architect en santé, et donc j'ai fait aussi pas mal de HPC, de génomique. Et aujourd'hui, on va essayer de voir en fait ces différents éléments, donc le fait que le calcul haute performance de façon générale, est en train de converger vers le machine learning. On le verra, il y a vraiment des éléments qui se connectent. Mais surtout, ça permet d'accélérer l'innovation dans toutes les industries. C'est-à-dire qu'avant, le HPC, c'était un domaine un peu spécialisé, avec des gens qui faisaient que ça, un petit écosystème. Et maintenant, avec la convergence avec le machine learning, ça impacte dans toutes les industries. On va voir comment on fait du HPC sur AWS, un peu les éléments qu'on a là-dessus pour vous aider. Et puis, Ryan va nous expliquer comment, via l'Institut Pasteur, il a analysé 50 pétabytes de données de génomique en utilisant AWS. 50 pétabytes, vous allez voir, ça représente un sacré volume. Et voilà, c'est une petite base. C'est du big data. Et puis, on va approfondir un peu la connaissance sur le HPC et sur AWS. Donc, quand on fait du HPC, est-ce que les gens qui sont dans la salle, vous pouvez lever la main pour me dire si vous avez déjà fait du HPC dans votre vie? Quelques-uns, ok, très bien. Super. Donc le HPC, avec quelques experts qu'on a ici, en fait le HPC, c'est un domaine qui va utiliser différents éléments, et comme dirait un célèbre philosophe, 1 plus 1 égale 11. C'est-à-dire qu'en fait, dans le HPC, tout est hyper dépendant les uns des autres. Si vous avez besoin de calcul, il va falloir du CPU, du GPU, ou éventuellement du FPGA, c'est du field programming. C'est pour spécifier dans les CPU des fonctions directement. C'est utilisé beaucoup dans l'industrie, notamment génomique. Mais vous allez coupler ça vraiment très fortement avec vos données. Donc vous allez peut-être avoir besoin de stockage pour les instances ou partager les données et voire même avoir des cas où vous avez besoin d'entrée-sortie de très très haut niveau. Et pour faire ça, il faut du réseau. Donc tout ça, c'est en train de se coupler tout ensemble. Et pour faire tourner tout ça, il faut de l'orchestration de processus. Et puis souvent, il y a besoin de visualiser ce qui s'est passé ou faire du calcul, enfin de la visualisation de la simulation en direct. Donc encore une fois, on voit le HPC, c'est un domaine qui va vraiment mélanger tous ces éléments-là. Et donc traditionnellement, on était spécialisé dans un domaine particulier. En fait, on voit, et vous avez peut-être vu avec les annonces aujourd'hui avec Mistral, où il y avait Gainface aussi, Anthropic, dans le machine learning, vu la taille des large language models et tous les foundation models qui sont en cours, c'est aussi du HPC, c'est-à-dire c'est du très très haut volume. Donc traditionnellement, dans le calcul HPC, on avait plutôt tendance à avoir des gros clusters qui étaient définis. Et puis le moyen d'optimiser son processus HPC, c'était d'optimiser les algorithmes. Donc c'est ce qu'on appelle du couplage fort. Donc c'était très dépendant du matériel et de ce qu'on pouvait faire. Puis dans le monde plutôt machine learning ou tout ce qui vient aussi du monde de la technologie du cloud, on va plutôt favoriser du couplage léger, donc on va faire exécuter des grands calculs, mais on ne va pas trop se focaliser sur l'hardware. Mais en fait, on voit maintenant il y a une vraie convergence entre les deux, parce que pour faire tourner des modèles très grand volume, il faut avoir des capacités qui sont très stables, donc c'est plutôt le monde du HPC qui amène. Et donc on arrive dans ce qu'on appelle le HPC+, ou la convergence, avec des intégrations étroites de capacités massives de calcul, pouvoir aussi reprendre les calculs en cours de route. Et ça amène des choses comme le Large Language Model, les pins qui sont un peu moins connus, c'est tout ce qui est basé sur des interactions physiques et donc des lois physiques plus spécifiques. Large Language Model, c'est bien sûr sur le texte. Tout ce qui va être apprentissage par renforcement. Et puis aussi le calcul quantique. Donc on voit tout ça, ça amène un couplage entre les technologies, aussi une disponibilité que le cloud amène de capacité de changer et d'adapter, et ça va accélérer du coup par le parallélisme. Donc, concrètement, dans toutes les industries, ça a un impact. Dans la Formule 1, par exemple, le design de produit, ou quel que soit le produit, c'est utilisé pour faire du design de produit, pour faire des calculs d'aérodynamisme, ce genre de choses-là.
Météo et climat, traditionnellement, les modèles météorologiques, c'est du HPC à des tailles conséquentes. Séquençage du génome, Ryan va nous expliquer tout ça. Tout ce qui est conception de semi-conducteurs, on va parler de Graviton. Graviton, c'est basé sur la technologie ARM ou ARM. Et eux aussi ont besoin de ces calculs-là pour tester toutes les options sur les circuits. Donc c'est vraiment très important. L'énergie, simulation de risques financiers, tout ce qui est recherche universitaire aussi, hein, on voit bien. Et dans la santé, de façon générale, on voit bien, si on prend le cas de la pandémie du Covid, le fait d'avoir accès à des calculs haute performance, ça permet d'accélérer l'innovation et du coup d'avoir des résultats concrets et impactant le monde entier directement. Et puis, bon, toute la révolution qu'on a actuellement sur les grands modèles et tous l'IA générative. Dans le calcul HPC, ça touche, comme je vous ai dit, tous les secteurs. Donc dans la santé, une des références publiques chez AWS, c'est AstraZeneca, mais il y en a plein d'autres. Tout ce qui va être énergie, comme vous pouvez voir, la météo. On a aussi les partenaires comme AI20 Labs, donc ils proposent leur modèle, mais ils en entraînent sur AWS. La Formule 1, on a toute une partie modélisation des modèles, des voitures, tout l'aérodynamisme qui est fait sur AWS. Boom, c'est pareil. La FINRA, qui est un organisme d'analystes financiers qui utilise ça, tout ce qui est véhicule autonome aussi, et puis ARM, là, comme je vous ai dit, qui est une référence publique. Et si on prend, pour se rendre compte de la taille de ce qu'on peut faire par rapport à son cluster HPC qu'on a traditionnellement chez soi, qui est à taille définie, en fait, on a des cas d'utilisation qui sont assez impressionnants. Si vous prenez Virtual Flow, qui est du coup une analyse qui est faite par un institut américain. Ça a permis d'analyser des milliards de protéines impliquées dans les cancers et ça a nécessité 5,7 millions de virtual CPU. C'est assez impressionnant. Imaginez, vous allez voir vos équipes d'achat et on dit j'ai besoin de 5,7 millions de CPU. La discussion va être un peu longue. Pareil pour Woodside, donc eux ils font du calcul de simulation sismique. Concrètement, entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont pu déployer sur AWS, ils sont allés 150 fois plus vite. Ça a vraiment un impact. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 150 jours que ça traîne, ça s'entraîne, ça tourne, ça va se faire en une journée. Concrètement, c'est un impact. Ça accélère l'innovation. Et Descartes Labs, que vous connaissez peut-être si vous connaissez le monde du HPC, Descartes Labs, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le calcul aux performances de données géospatiales. Ils font ça depuis des années. Et leur grand topic, c'est de lancer des calculs HPC sans même contacter AWS pour voir si on arrive à passer à l'échelle sans avoir d'optimisation. Et donc, ils font des choses vraiment impressionnantes. Et là, dans ce cas-là, ils ont réussi à atteindre 9,95 pétaflops. Ça fait que dans le monde du HPC, il y a un comparateur de quelle est la taille de mon cluster et ma capacité de calcul. Et donc ça s'appelle le LeanPack. Ils sont arrivés 50e sur le top 500 en utilisant des capacités qui étaient dans le cloud. Ça vous donne un peu l'image, la taille, les capacités de calcul qu'on peut obtenir en utilisant le cloud directement. Voilà. Donc, chez AWS, en fait, on fait du HPC depuis longtemps. Les clients utilisent AWS de faire du HPC depuis longtemps. Et puis, on a développé des services qui sont vraiment dédiés à ce secteur-là, qui étaient plutôt des secteurs très demandants, avec des attentes particulières de précision, de contrôle, et ainsi de suite. Donc, on a sorti AWS Batch en 2015. On a fait aussi l'acquisition de NiceDCV, qui permet de faire du streaming de très haute qualité depuis vos instances. On a fait l'acquisition aussi d'Annapurna Labs, qui est un laboratoire, une entreprise qui fait des semi-conducteurs, et ce qui a permis d'amener justement jusqu'à Graviton. Et en fait, vous voyez, tout du long, je ne vais pas faire toutes les étapes, mais en fait, tout du long, on a amélioré au fur et à mesure en fonction des retours clients. Plus on fournissait des services, plus on nous disait « Ah oui, mais on aimerait bien aller encore un peu plus loin, on aimerait bien aller une étape d'après ». Et ça, c'est un élément très important, parce que c'est ce que vous avez pu voir aujourd'hui. En fait, on innove en fonction de ce que les clients ont besoin, on essaie de passer à l'échelle. Et vraiment, dans le monde du HPC et du machine learning, on arrive à des tailles qui sont vraiment considérables. Et toujours aussi pour simplifier des choses comme AWS Batch, c'est un moyen de faire du HPC très facilement et très rapidement. Donc dans les services qu'on a, si on reprend mon fameux 1 + 1 = 11. Si on couple les différents éléments, chez AWS, on va avoir des services qui sont dédiés à chaque aspect. Donc le calcul, vous connaissez sûrement Amazon EC2. On fournit l'utilisation de CPU de différentes compagnies avec différents types de capacités. Il y a Intel, AMD, AWS. Il y a du NVIDIA et du FX Links pour faire le FPGA. Et pour coupler à ça, on va mettre du stockage. Donc dans le monde du HPC, il y a des stockages et des systèmes de fichiers qui sont vraiment spécifiques comme Lustre. On peut aussi utiliser du NetApp ou du OpenZFS.
Et comme il faut échanger tout ça, on va rajouter en plus de l'EC2 les capacités de réseau par défaut, on va lui rajouter des capacités de réseau supplémentaires, et ça permet d'aller jusqu'à 3200 gigabytes par seconde. Ça vous donne un peu l'idée de la taille de ce qu'on peut échanger. Et on va simplifier l'orchestration avec Batch ou Parallel Cluster qui permet de créer votre propre cluster. On a même sorti un nouveau solution qui s'appelle Research Engineering Studio qui permet d'avoir une workstation virtuelle pour vos ingénieurs et vos chercheurs. Et puis pour la visualisation, ça c'est un élément très important, la technologie NightDCV, ça vous permet d'avoir du streaming de vos données, mais de votre simulation, de très haute profondeur au niveau des couleurs, au niveau de la précision. Ça vous permet donc du coup d'avoir la même qualité que si vous aviez votre workstation sur place. Donc c'est un élément qui est très important, que ce soit dans la recherche, dans la médecine, c'est vraiment, ou dans la conception, c'est très important. Et pour terminer là-dessus, pour terminer sur ma partie, du coup sur les technologies qu'on développe, ça c'est un exemple de tout ce qu'on a sorti récemment. Donc on a sorti en fonction du type de calcul qu'on a besoin. Si on a besoin de calcul intensif, on peut utiliser des instances HPC 7A. Donc ça va utiliser du AMD Genoa avec 192 cœurs et ainsi de suite. Pour le réseau et le calcul, on va faire une autre type d'instance qui va être les 7G. Donc c'est avec du graviton et puis de l'EFA qui peut monter jusqu'à 200 gigabits. Quand vous avez des grands volumes de données et besoin de beaucoup de mémoire, vous prenez du 6 ID, ça fait 1 Tera de mémoire, donc c'est déjà pas mal. Ça vous permet de couvrir certains besoins. Et jusqu'à 15,2 Tera de NVMe, donc c'est du stockage mémoire flash directement sur l'instance. Pareil, pour faire de la haute fréquence, le calcul haute fréquence, vous utilisez des instances avec Intel avec des fréquences très hautes. Et puis, vous pouvez utiliser aussi pour du GPU. Bon, le GPU, c'est utilisé pour beaucoup de choses, notamment pour le machine learning. Et donc, vous pouvez accéder aux dernières technologies NVIDIA en utilisant ces éléments-là. Et en fait, je voudrais passer du coup maintenant le micro à Arthur qui va vous montrer un exemple un peu plus spécifique dans le monde de HPC avec la partie Graviton. Allô? Ah, ça marche. Bonjour à tous. Donc dans le cas spécifique du HPC, sur le côté Graviton, on a développé une version spécifique du processeur Graviton. Donc le processeur Graviton, c'est un processeur à base d'architecture ARM 64 bits. On le déploie généralement sous forme de serveur monosocket, donc un seul chip, ce qui nous permet d'offrir une architecture mémoire qui est plate. On n'a pas de ce qu'on appelle de topologie NUMA, c'est-à-dire que l'ensemble de la mémoire est accédé avec la même latence et la même bande passante. Et dans le cadre des instances HPC 7G, on a utilisé une version modifiée du processeur Graviton 3, qui s'appelle le Graviton 3E, sur laquelle on a enlevé un mécanisme de power capping, ce qui fait que dans les cas d'usage où on fait de la vectorisation sur l'ensemble des 64 cœurs en même temps, on est capable de fonctionner à la puissance maximale de ce processeur. Sur les processeurs Graviton 3 plus généralistes, qui de manière générale ne sont jamais utilisés de cette façon-là, on a un mécanisme de power capping qui permet de baisser leur consommation électrique tout en baissant la performance dans les cas complètement vectorisés. Pour favoriser les calculs HPC, on a également équipé la version HPC 7G d'une interface réseau spécifique qui offre l'interface IFA. IFA, c'est un protocole de communication réseau qui permet de limiter le temps que l'on perd à passer au travers des interfaces classiques du kernel Linux. Là, on accède directement à une interface qui est exposée en espace utilisateur et qui permet d'implémenter des protocoles de plus haut niveau tels que MPI en limitant au maximum la latence et en augmentant la bande passante tout en limitant le travail qu'il y a à faire au niveau kernel. Donc on limite la quantité de travail sur le processeur et on maximise les échanges de données au travers de IFA. Il y a un grand nombre d'applications de vendeurs tiers qui ont été certifiés sur HPC 7G. Donc les solveurs d'Ansys fonctionnent aujourd'hui sur HPC 7G, les solveurs de Cadence pour la partie Electronic Design, les solveurs de Siemens commencent à être certifiés sur Graviton 3. Et la liste est longue et la liste est croissante. Si dans vos cas d'usage, vous utilisez des logiciels de simulation qui n'auraient pas encore de support sur ARM64, n'hésitez pas à nous contacter. On est probablement aujourd'hui virtuellement en contact avec tous les ISV de la planète.
Si on sait qu'on a des clients intéressés, on a un impact plus fort auprès de ces ISV pour les inviter à porter leurs applications sur ARM64. Le dernier né de la gamme Graviton, c'est un processeur qu'on appelle le Graviton 4. C'est le quatrième processeur que AWS met à disposition de ses clients. Il utilise des cœurs de type Neoverse V2. C'est un co-design que l'on effectue avec ARM. On offre 96 cœurs par processeur. Une nouveauté que je vous détaillerai un tout petit peu juste après, avec Graviton 4, on implémente pour la première fois des instances qui disposent de 2 processeurs physiques. Donc on va être capable de monter jusqu'à 192 cœurs avec Graviton 4. On a fortement augmenté la quantité de cache de niveau 2 sur les cœurs Graviton 4. Donc on a maintenant 2 mégas de cache. La quantité de cache L1 et la quantité de cache L3 sont restées relativement similaires par rapport à ce qu'on avait sur Graviton 3. Mais la quantité de cache L2 permet de significativement augmenter la performance. On a, comme sur Graviton 3, un design modulaire sous forme de chiplet. Donc on a un gros chip qui contient les 96 cœurs. Et puis ensuite, sur des chips séparés, on implémente les contrôleurs mémoire et les contrôleurs I/O. On offre 12 canaux mémoire, contrairement aux 8 qu'on offrait sur Graviton 3. Ça nous permet de fortement augmenter la bande passante mémoire. Donc c'est excellent pour les codes de type CFD, par exemple. Et ça, c'est moins visible. On offre jusqu'à 96 lines de PCI Express, ce qui nous permet de plugger des cartes réseau avec des performances importantes, de plugger des cartes I/O avec des performances importantes, et d'avoir un certain nombre de variations dans les types d'interfaces qu'on offre sur des instances à base de processeurs Graviton 4. En termes de passage à l'échelle, sur Graviton 3 et les générations précédentes, on était limité à 64 cœurs. Ce qui, pour certaines applications, par exemple des grandes bases de données, ou pour des solvers qui iraient fonctionner sur une seule instance, ne permet pas de passer complètement à l'échelle. Sur Graviton 4, pour la première fois, on offre des instances sur lesquelles on a implémenté un module de cohérence de cache entre plusieurs chips. Donc on a la possibilité d'offrir des instances avec 2 chips, ce qui nous permet... Alors, à la fois, le côté 96 cœurs par chip nous permet de monter à des tailles jusqu'à 24 XL. Et ensuite, en implémentant des multi-sockets, on peut monter jusqu'à 192 cœurs. Et en termes de mémoire, on peut implémenter des instances jusqu'à 1,5 Tera de mémoire. Donc, par rapport à Graviton 3, on est capable d'atteindre 3 fois plus de cœurs et 3 fois plus de mémoire. Et pour chaque socket, on a la capacité d'avoir une bande passante mémoire beaucoup plus importante. Tout ça se ressent évidemment en termes de performance. Donc sur les instances R8G, qui seront les premières qu'on va mettre à disposition en disponibilité générale plus tard cette année, elles sont en preview pour le moment, on sera capable d'offrir des performances significativement plus importantes que ce qu'on offrait jusque-là sur Graviton 3. Donc en termes de gain de performance, si on regarde un petit peu l'historique de ce qu'on a pu faire sur Graviton, A1, c'était ce qu'on appelait à l'époque le processeur Graviton, on ne lui avait pas encore donné de numéro. R6G, c'est une instance à base de processeur Graviton 2. R7G, c'est une instance à base de processeur Graviton 3. Et R8G, c'est une instance à base de processeur Graviton 4. Et on peut voir qu'en passant de A1 jusqu'à R8G, on a augmenté la performance. Alors ici, c'est des benchmarks sur Groovy et sur MySQL. À chaque génération, on a augmenté la performance de entre 50 et 30% par rapport à la génération précédente. Si je faisais le graphe de ce qu'on a pu faire sur des instances AWS équipées de processeurs de vendeurs différents sur AWS, vous verriez que la tendance entre générations a été plutôt de 10 à 15% de gain de performance entre chaque génération. Et là où on a exécuté de manière assez prédictible nos sorties de processeurs tous les 2 ans sur Graviton, on a été sur des cycles plus proches de 3 à 4 ans sur les autres processeurs que l'on acquiert à l'extérieur. Les instances de EC2 de 8e génération, donc la première version sera le R8G équipé de Graviton 4. Elle permettra, comme je vous l'ai expliqué, de passer à des échelles plus grandes, jusqu'à 1,5 Tera de mémoire.
Ce sera notre premier serveur équipé de DDR5 5600, donc une DIMM avec une fréquence un petit peu plus élevée. Et elle offrira, les prix ne sont pas encore publics, mais le meilleur rapport prix-performance dont on dispose dans la gamme EC2. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les tester, à vous rendre sur l'URL qui est disponible au bas de ce slide. Il y a une preview qui est en cours, ce qui signifie que vous pouvez accéder à des instances R8G. Simplement, elles rentreront en production complète plus tard cette année et au moment auquel vous pourrez les utiliser en production. Si je récapitule un petit peu les raisons qui peuvent vous conduire à utiliser EC2 dans le cadre de workloads de type HPC, il y a d'une part la durabilité du cloud, la capacité à stocker de l'information de manière sûre et redondante. L'infrastructure AWS est également extrêmement optimisée en termes de consommation énergétique. Alors, à la fois au niveau de l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire des data centers, de la façon dont on fait le refroidissement des data centers, la façon dont on gère les arrivées en énergie, mais aussi au niveau des instances elles-mêmes. Un processeur Graviton, quelle que soit la génération, est à peu près 60% plus économe en énergie que des processeurs équivalents d'architectures différentes. Donc quand vous utilisez des processeurs Graviton, concrètement, vous utilisez moins d'énergie que si vous le faisiez sur autre chose, et ce, indépendamment de la performance utilisée. Et enfin, dans le cloud, vous avez la possibilité d'utiliser une grande variété de services, ce qui vous permet de faire au même endroit, proche de vos données, l'ensemble de vos traitements, sans avoir à aller transporter les données d'endroit en endroit. Je vais maintenant passer la main à Ryan qui va vous présenter la simulation à large échelle qu'il a exécutée sur AWS en utilisant les processeurs Graviton. Merci. Ouais. Merci Arthur. Bon après-midi à tous. Bonjour. Donc moi je suis Ryan Chiki, je suis chercheur chargé de recherche à l'Institut Pasteur. Je dirige une équipe de bioinformatique d'analyse de séquences biologiques. Donc c'est l'analyse de l'ADN et de l'ARN. On va faire un petit changement thématique. On va parler de bioinformatique dans le reste de cet exposé. Il y a un écho là ou... C'est bon. Je vais vous raconter l'histoire d'un grand calcul un peu hors norme qui a été réalisé au cours d'un projet particulier qui utilise l'infrastructure donc HPC et Graviton AWS. Et avant tout, attendez, comment est-ce que je peux pointer? Oui. Donc mon quotidien en fait, c'est de réaliser des analyses de données d'ADN. Donc c'est de l'informatique appliquée à des données génomiques, donc c'est de l'ACTG, si certains d'entre vous se rappellent des cours de biologie au lycée. Maintenant, on est capable de générer des énormes volumes de données génomiques, j'en expliquerai un peu plus un petit peu après. Et pour analyser ces données, on a besoin de méthodes algorithmiques qui sont vraiment appliquées au big data. Et typiquement, les outils qui sont impliqués dans ce genre d'analyse, c'est des graphes, du texte, des arbres. Ça, c'est les cours d'informatique que vous avez peut-être eu au lycée ou à la fac. Donc voici mon équipe à l'Institut Pasteur. Nous sommes affiliés, donc en fait c'est une équipe académique, hein, donc on a des financements européens et français. Et pour le projet en particulier, c'est un projet qui s'appelle Ceratus. C'est une collaboration qui dépasse le cadre de l'Institut Pasteur parce qu'elle a été initiée par un chercheur à l'Université de Toronto. Il y a aussi des chercheurs indépendants, des chercheurs russes. Donc là, je parle pour un consortium, en fait. Donc, le contexte de cette analyse, c'est une base de données qui s'appelle Sequence Read Archive. Cette base de données contient énormément de séquences ADN et ARN. Tellement énorme qu'en fait, elle double tous les 2 ans. Donc là, c'est le graphe de la taille de cette base. Je ne suis même pas allé jusqu'en 2023, mais à l'heure actuelle, elle contient 50 pétabases. Donc voilà, donc le pétabase, c'est 1 avec 15 zéros derrière, c'est 1 million de milliards de bases. Alors tout à l'heure, on parlait de pétaoctets. La relation entre pétaoctet et pétabase, c'est grosso modo une base de séquence ADN. Ça se stocke sur 2 bits. Donc vous divisez par 4, vous obtenez les pétaoctets. Il y a une vingtaine de millions d'échantillons biologiques, et j'en parlerai un petit peu après. En fait, ça provient de séquençage ADN de l'entièreté des laboratoires de recherche en biologie mondiaux. À chaque fois qu'un quelqu'un qui fait de la biologie fait un séquençage ADN,
et qui fait des analyses sur ce séquençage et qu'ensuite publie ces analyses, le système académique est fait de telle manière que il ou elle doit uploader ces données sur une base pour qu'elles soient disponibilité de tout le monde, pour ensuite pouvoir reproduire ces analyses. Et il se trouve que cette base, c'est Sequence Read Archive. Cette base a été initialement créée par un organisme américain, NCBI, et récemment, enfin en 2020, il y a eu un partenariat entre NCBI et AWS où il y a maintenant un accès gratuit à cette base sur UST1 via AWS Registry of Open Data. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de devoir télécharger les données sur un serveur américain à un débit très faible, on peut maintenant faire des calculs directement au même endroit que ces données. Donc on a exploité forcément cette proximité pour faire un calcul sur l'entièreté de cette base. Pour vous donner une idée de la taille de la base et de ce qu'elle représente en termes de contenu biologique, voici une petite animation qui, vous pouvez voir à chaque fois qu'il y a un point, c'est lorsqu'il y a eu une expérience qui a été uploadée vers la base, à partir de quelque part dans le monde. Donc voilà, le résultat, c'est que en fait, ça couvre l'entièreté de la planète, les continents, les océans aussi, d'autres continents moins explorés. Donc c'est vraiment, on peut appeler ça la librairie d'Alexandra ou d'Alexandrie de la génomique. Library of Alexandria en anglais, je ne sais pas traduire, je ne fais jamais de présentation en français en fait. Et si on remet l'animation, on peut voir le volume par mois en fait, donc c'est à peu près régulier, il y a vraiment des téraoctets de données qui sont abondés vers cette base. Donc en 2024, on en est là, ça se compresse en pétaoctets. Et donc, que dire de plus? En fait, c'est l'entièreté de l'information biologique de l'ensemble des organismes sur Terre. Il n'y a pas de plus grande base, c'est la plus grande. Elle a une particularité, voilà, c'est que c'est des données brutes. Elle n'est pas facile à exploiter, cette base, parce que on n'a pas l'entièreté de l'information des génomes, on a juste des données brutes qui nécessitent un traitement. Donc la difficulté, c'est de pouvoir analyser l'entièreté des génomes présents dans cette base, mais pour faire ça, il faut des calculs, et là, justement, c'est ce qu'on a fait. Donc là, je vais vous parler d'un projet précédent qui s'appelle Ceratus, où on a fait une première analyse. Donc c'était avant qu'on ait contacté AWS, c'était en 2020 et ensuite publié en 2022. Dans cette analyse, on a téléchargé une partie de la base SRA. Ah, pas une petite partie, parce que c'est quand même peut-être 10 pétabases, donc c'était à l'époque environ la moitié de la taille de la base. Et via cette analyse, on a découvert énormément de virus à ARN. Donc forcément, le contexte de l'époque, c'était en plein pendant la pandémie. On se demandait où est-ce qu'on peut trouver coronavirus dans l'ensemble de la Terre. Est-ce qu'il existait des versions de ce virus qu'on n'avait pas vues? Et effectivement, oui, on a découvert 9 nouvelles espèces de coronavirus qui sont des cousins de SARS-CoV-2. Donc ce n'est pas SARS-CoV-2 lui-même, mais c'est des espèces de la même famille. Et en faisant ça, on a augmenté le nombre de virus connus juste en une analyse de 10 fois. Parce que la base est très grande et on était les premiers à pouvoir analyser autant de données biologiques en un grand calcul. Donc ça a donné lieu à une publication très prestigieuse donc dans Nature en 2022, où donc, vous voyez, il y avait un ensemble d'auteurs. Et là, dans ce graphique, c'est extrait de la publication, vous pouvez voir la diversité de données présentes dans cette base. Donc effectivement, il y avait un peu d'humains, de souris, qui sont généralement les espèces les plus séquencées, et ensuite un peu de tout type biologique dans le monde. Et là, à côté, c'est le nombre de virus découverts dans chacun des autres. Donc un peu de virus découverts chez l'humain, mais essentiellement dans des environnements qui étaient un peu moins étudiés. Donc ça représente vraiment l'ensemble de la Terre. Mon rôle dans ces analyses, c'était de faire la partie HPC et la partie bioinformatique. Donc à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose à l'infrastructure Amazon, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Et ensuite, le développement a fait qu'on a fait beaucoup plus de projets en collaboration, en partenariat avec AWS. Et quand même mentionner que ce travail, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et une des raisons, c'est de pouvoir permettre la mise en place d'un système de surveillance mondiale des virus. Lorsqu'on est capable de détecter autant de virus dans les données biologiques de la planète, on peut essayer de mettre en relation certaines de ces connaissances et se dire, voilà, si jamais je séquence quelqu'un dans un hôpital et que le virus qui atteint cette personne n'est pas un virus connu dans cet hôpital, on peut utiliser cette base pour savoir qu'en fait, il avait été déjà vu quelque part en Asie en 2021, ce genre de choses. L'architecture utilisée pour faire ce calcul donc il y a quelques années, il y avait deux architectures en fait, une sur AWS qui était assez complexe,
C'était pas batch, c'était une architecture que vous pouvez voir sur ce graphique, elle a été mise en place un peu customisée par 2 autodidactes qui étaient mes collaborateurs à l'époque pendant 3 mois. Donc ça prend les données de SRA qui sont hébergées sur S3, donc Open Data Registry. Ensuite, plein d'instances sont amorcées pour télécharger juste ces données, mises dans un cache S3, analysées, donc la partie scientifique est ici, en alignant les données d'ADN sur des génomes connus. Et ensuite, tous les virus d'intérêt sont agrégés et mis sur un autre S3 et à disponibiliser de la communauté, aussi sur Open Data. Donc cette analyse, elle a tourné. À l'époque, on était très fiers de pouvoir la faire tourner sur 22 000 vCPU. Alors bon, c'est des chiffres ridicules par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure hein, par Arthur ou Patrick, pour vous deux. Et donc du coup, à l'époque, c'était impressionnant pour nous, de telle sorte qu'on a fait une deuxième architecture sur batch cette fois-ci, pour analyser un peu le résultat de ces données. Donc ça, c'était moi qui l'avais fait en environ 3 mois. Je me suis initié à batch sans accompagnement. C'était pas simple au début. Et on était aussi très fiers d'avoir dépassé le record de vCPU, donc mis ici. Bon. Donc aujourd'hui, on refait ça, sauf qu'on a décidé de non pas s'intéresser seulement à l'ARN comme c'était le cas lors du projet précédent, mais à l'entièreté, l'ADN et l'ARN. Vous savez peut-être qu'il y a des virus qui sont à ADN, des virus qui sont à ARN, c'est pas les mêmes, et c'est intéressant d'analyser les deux. Donc notre objectif via ce projet, c'est de reconstruire l'entièreté du matériel génétique ADN et ARN planétaire pour faire un moteur de recherche, un peu à la Google, pour les séquences. Il n'existe pas de choses comme cela actuellement, parce que c'est très difficile. Vous pouvez imaginer, étant donné un si grand volume de données, faire des recherches de texte dans quelques dizaines de pétaoctets et avoir des résultats instantanés. L'équivalent que j'aime bien, c'est de pouvoir dire, imaginez que vous ayez tout YouTube à votre disposition, faites une recherche d'images dans les vidéos. Actuellement, Google ne fournit pas ce genre de service. Et donc, probablement, c'est que c'est difficile. Et là, c'est ce qu'on souhaite faire, en fait. On ne va pas chercher des images dans des vidéos, on va chercher l'ADN dans des grandes bases d'ADN. Et ça nous permettra de faire plusieurs choses. Donc, on espère augmenter le nombre de bactéries connues. Donc, pas des virus, mais des bactéries. Et ensuite, d'autres applications un peu plus techniques sur l'ARN présent dans les humains et pouvoir chercher des nouvelles espèces dans les océans. Donc, ça permettra, au final, de faire des découvertes un peu comme le projet Ceratus, en quelques secondes, en quelques fractions de crédit, plutôt que ce qui était nécessaire pour le projet Ceratus, c'est-à-dire plusieurs jours, et quand même des crédits de calcul conséquents, parce qu'il fallait passer toute la base et faire le calcul à chaque fois. Donc pour ce faire, on a délimité 2 étapes. La première, c'est de télécharger l'entièreté de la base, reconstruire tous les génomes, c'est plus facile à dire qu'à faire, et ensuite héberger ces données sur Open Data Registry. Et cette étape est pratiquement terminée, en fait. Elle a nécessité 30 millions d'heures de calcul CPU. On a téléchargé donc 19 pétaoctets de données, donc 50 pétabases. Et le volume résultat final, c'est un peu une réduction de 10x du volume d'entrée. Donc on a environ 2 pétaoctets à stocker et qu'on réutilisera pour faire les analyses suivantes. L'étape 2, c'est la conception du moteur de recherche. On va y travailler. Ça utilisera des algorithmes avancés. Et ensuite, on hébergera ce moteur de recherche soit à l'Institut Pasteur, soit via AWS. Ce qui permettra à la communauté, pas seulement nous, d'accéder à l'entièreté de la base génomique mondiale très rapidement et à faible coût, ce qui est totalement impossible actuellement. Donc pour cette étape 1 dont je parlais précédemment, il y avait une infrastructure assez peut-être pas si complexe, mais en tout cas une infrastructure à mettre en place. Pour ça, on a utilisé vraiment plein de services AWS, on a été accompagné pour ça. Donc moi, je commençais à bien connaître Batch et S3, mais ensuite, on m'a fait découvrir tout ça. Donc ça, c'est essentiellement du monitoring et des bases de données pour pouvoir bien suivre les calculs. Conceptuellement, on prend les données de AWS, de SRA qui sont sur Open Data. On utilise Batch pour faire des calculs, et c'était des calculs effectués sur Graviton. Donc là, c'est écrit C7G, mais je crois que c'était peut-être plutôt C6G, en fait, en y repensant. En tout cas, c'était l'architecture Graviton. Et on stocke les résultats sur S3. La partie, on va dire, intéressante de calcul, c'est peut développer en 3 parties. Le téléchargement et décompression des données. Ensuite, toute la science est juste dans cette petite boîte, la reconstruction des génomes. C'est très intensif parce que ça nécessite du CPU, de la RAM et du disque. Donc, en fait, je pourrais faire une présentation scientifique sur l'entièreté de ce qui est ici, mais ça va peut-être pas vous intéresser. En tout cas, on a reconstruit, à partir des données brutes présentes sur la base, des morceaux de génome qui sont plus exploitables que les données brutes. Grosso modo, c'est ça.
Et ensuite, on a compressé les résultats, parce que c'est très dommage de mettre de l'ADN sans le compresser. Et ensuite, on upload ça sur Open Data. Et essentiellement, la difficulté, c'était de tout suivre pour éviter de voir quand est-ce que ça cassait. Certaines personnes pourront mentionner, enfin, je ferai les remerciements après, parce que vous verrez qu'il y a quand même pas mal de personnes impliquées dans ce projet. Pour donner une idée des calculs qui ont été effectués, on l'a fait en plusieurs fois, mais pendant une des fois, on a réussi à monopoliser un 2,18 millions de cœurs, ouais, enfin, VCPU c'est cœur pour Graviton, au pic des calculs, ce qui représente pour l'entièreté du calcul environ 30 heures. Et je m'étais amusé à calculer l'équivalent en année CPU, c'est en fait assez phénoménal si on devait faire ça sur un seul CPU. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais en fait, c'est juste pas possible de le faire sur un cluster classique, tout simplement à cause du volume de données. Attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Ouais, c'est ça. Si on voulait juste télécharger ces données entre Amazon et Pasteur, ou alors NCBI et Pasteur, ça prendrait 6 ans à 200 mégas par seconde. Donc, de toute façon, c'était pas possible de faire les calculs en local. Il fallait passer par le data center où elles étaient, et en l'occurrence, c'est US East 1. J'ai encore du temps là ou... Ok. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé ça en pratique? On a beaucoup monitoré les calculs. Vous pouvez voir la courbe de VCPU ici. On a eu des calls réguliers avec des solution architects et d'autres personnes d'Amazon qui seront remerciées par la suite. Et il y avait vraiment plein de dashboards pour suivre l'entièreté des ressources monopolisées. Et là, j'en passe encore d'autres. Donc, pour faire ce projet, en fait, j'avais contacté AWS dès le début, sachant qu'on avait déjà l'expertise Ceratus. On était très content de l'infrastructure, mais qu'il fallait maintenant passer à une échelle supérieure. Ça a pris 1 an de préparation pour mettre l'infrastructure en place, 4 personnes impliquées techniques, de nombreux tests où on était monopolisé toute la journée pour tenter un run. Vous pouvez voir, ça commençait à 7h du mat UTC et ça finissait milieu d'après-midi. Donc plusieurs runs pendant 6 mois et des calls techniques chaque semaine pour affiner l'infrastructure et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage lors du scaling. J'en viens à l'accompagnement qui était tout à fait essentiel pour ce projet. Donc mon parcours, en fait, c'est qu'au départ, j'étais vraiment autodidacte AWS. Et ensuite, suite à Ceratus, j'ai eu un projet européen accepté qui a donné pas mal de fonds publics pour pouvoir amorcer des calculs, mais j'ai aussi contacté AWS pour avoir de l'aide technique et des crédits pour compléter. Et en fait, tout ça a réalisé un peu une upgrade technique, parce qu'on a fait une infrastructure qui est 100 fois plus rapide que celle de Ceratus au final. Ça a nécessité, donc ça a permis de faire plusieurs choses. Donc l'accompagnement AWS était des crédits pour faire avancer les calculs d'environ 2 ans. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ça, j'aurais dû travailler sur l'algorithmique pendant 2 ans pour faire en sorte que ça baisse les besoins CPU. Donc là, on a vraiment pu progresser. On a fait ça sur Graviton, donc effectivement, ça nécessitait aussi moins de ressources d'énergétique. On a eu des calls techniques, on a eu un expert mondial en AWS Batch qui nous a accompagnés pour ce calcul, donc c'était inespéré. Et ni vu ni connu, en fait, dans ce genre de projet, il y a la partie technique, mais il y a aussi toute la partie administrative qui enfin, en tout cas pour les chercheurs comme moi, sont pas simples à démêler. Et en l'occurrence, les personnes de Amazon nous ont vraiment aidés pour faire tout ce qui était communication, financement, technique. Donc, toutes les personnes qui sont sur ce transparent ici, certaines d'entre elles sont dans cette salle. Donc Dorian Schall, Adrien Lenné, Greg Autric, Brice Raffestin sont présents. Si vous voulez bien vous lever, pour qu'on puisse vous voir, ou lever la main comme vous le souhaitez. Et vous pouvez les applaudir pour leur travail pendant toute cette année. Je les remercie chaleureusement. Et je vais juste conclure avec un petit transparent. Donc voilà, c'était le récit d'un petit projet, enfin un petit, en fait assez gros projet entre l'Institut Pasteur et AWS en HPC pour la bioinformatique. On espère que ce système va mener à un système de surveillance mondiale des virus, des bactéries, des gènes contre les résistances antimicrobiennes, ce genre de choses. On a traité 19 pétabytes, donc 50 pétabases de données en environ 30 heures, 2 millions de CPU Graviton, ce qui était assez inédit, je pense, en bioinformatique. Et on met les résultats à disposition de la communauté biologique, qui représente néanmoins 2 pétaoctets de données en accès public, qui nécessiteront une certaine expertise pour être réanalysées, mais en tout cas, nous, on va commencer à faire des analyses pour montrer l'intérêt de cette ressource. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être des questions à la fin de l'exposé, mais pour l'instant, je redonne le micro à Patrick. Merci.
Vous pouvez l'applaudir. Hein. Bon, moi, je suis bioinformaticien de formation. Quand je vois ça, je suis tout excité. C'est génial. Non, vraiment, c'est énorme. Et surtout, je trouve, je remercie beaucoup Ryan pour son témoignage parce que en fait, ça montre aussi comment, c'est quoi le parcours classique de quelqu'un qui veut faire des choses grandes et comment on apprend et comment on peut vous accompagner pour faire tous ces grands projets. Et je pense que l'élément principal, c'est être curieux, mais aussi poser des questions, venir nous voir. Et surtout dans l'HPC, on voit bien, vu la taille, ce qu'il raconte, c'est pas possible dans certains cas. Et donc là, on peut permettre de faire des choses qui paraissaient impossibles. Donc pour vous, sauf si vous voulez participer avec Ryan sur le projet Logan et accompagner là-dessus, mais si vous voulez faire votre propre HPC, c'est aussi important de voir en fait tous ces éléments-là. On l'a vu, hein, le volume de CPU, si on voulait vous-même avoir ça et l'installer chez vous, ça représente un peu de travail. Donc en fait, le HPC sur AWS, virtuellement, c'est illimité. C'est-à-dire, il y a toujours des contraintes physiques, et Arthur pourrait en parler longuement vu que c'est sa grande spécialité, mais il y a quand même au niveau du nombre de CPU, au nombre de capacités de réseau, tout ça, c'est des capacités qui sont incroyables et qui vous permettent de passer à l'échelle. Un élément que j'aime beaucoup rappeler aussi, c'est que vous pouvez avoir une bonne idée, mais vous pouvez en avoir aussi 10 et mettre tout en parallèle. Classiquement, votre cluster HPC, il est chez vous, puis il faut attendre, avoir une disponibilité. Là, en fait, vous pouvez mettre plein de choses en parallèle et accélérer l'innovation, c'est un élément hyper important. On le voit aussi, c'est accéder aux dernières technologies. Investir dans le HPC, on voit que c'est du hardware qui est hyper spécifique, avec des contraintes techniques très fortes. Et accéder aux dernières technologies, et comme tu l'as montré aussi, Ryan, étendre l'univers du HPC à d'autres éléments comme l'analytique, on a vu Grafana ou des choses autour des logs, c'est hyper important pour vous accompagner, pour voir ce qui se passe, pour pouvoir récupérer les situations, améliorer votre code, et ainsi de suite. Et donc accéder aux dernières technologies, c'est très important. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez essayer, arrêter d'utiliser, essayer autre chose. Et ça, c'est énorme parce que ça vous évite toute l'étape, comme je disais, de pré-projet où on doit aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les équipes IT, les équipes d'achat. Vous pouvez vraiment faire sans investissement massif. On voit bien le projet, que ce soit Ceratus ou Logan, si on devait le faire en projet classique européen, ça aurait été quasi impossible à mettre en place. Et puis, on le voit aussi, c'est ce que j'évoquais au début et Ryan l'a bien montré, quand on n'a pas le choix, on doit optimiser son algorithmie, on doit voir c'est quoi les limites de performance, on lance le premier run, c'est pour ça qu'il y a autant de tests. Bon, il y a toujours quelque chose qu'on a découvert qui était un bottleneck, que ce soit le réseau, le stockage, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc c'est bien aussi d'avoir cette capacité à configurer de façon flexible. Vous avez vu, il y a plein de services qu'on a mis en évidence. Batch, ça vous permet de lancer ce genre de calcul-là. Si vous voulez voir votre propre cluster, vous pouvez faire du parallel cluster. Voilà, il y a plein d'options pour tester et améliorer le coût performance. Et on l'a aussi évoqué, le coût énergétique et tout ce qui est développement durable. C'est-à-dire comment faire des choses qui sont innovantes sans cramer tout partout. Et donc être efficace et tester, c'est vraiment très important. Et vraiment, pour votre entreprise ou votre labo de recherche, on le voit, c'est être capable de le faire, un meilleur retour sur investissement par rapport à votre investissement initial, et surtout l'accélération du temps pour obtenir des résultats. Concrètement, un chercheur, comme tu disais, 2 ans de gagner, c'est énorme. C'est 2 ans de recherche. On le voit, hein, le temps, c'est très important, et surtout en santé ou dans des secteurs critiques comme ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments-là. Pour vous aider là-dessus, on a beaucoup de partenaires, donc vous pouvez faire comme vous-même, avoir le même parcours que Ryan, c'est-à-dire je fais tout seul et puis après je vais demander à AWS. Mais vous pouvez être aussi accompagné par des partenaires, soit logiciels, comme on a vu avec Arthur, Ansys, Nvidia, Ronin, tous ces éléments-là, mais aussi des partenaires consultants. On en a mis quelques-uns qui sont spécifiquement en France, comme Do It Now ou Aneo. C'est très important parce que des fois, on n'est pas spécialiste du domaine, on a besoin de faire des choses, on a aussi besoin d'accompagnement, donc ça peut être soit via nous, soit vers le partenaire, soit un mélange des deux. C'est vraiment un élément critique. Encore une fois, on l'a vu, hein, c'est la capacité d'accéder à des ressources importantes, mais aussi de les utiliser intelligemment et de la bonne façon, et être accompagné, c'est vraiment très très important. Alors, on n'aime pas trop ce genre de slide, mais c'est en général pour quand même montrer que c'est pas juste un discours marketing. Au contraire, c'est vraiment la communauté HPC. Chaque année, ils font des revues des plus grands cas qu'ils ont sortis dans le HPC, les technologies qui sont disponibles. Et ça fait 8 années consécutives qu'on est la meilleure plateforme HPC dans le cloud. On a le best use case dans le cloud, qui est l'exemple que je vous ai montré avec Virtual Flow, hein, c'est Dana Farber Cancer Institute.
le cas dans les services financiers et puis dans les évolutions. Ça, c'est un élément parce que c'est quelque chose qui est vraiment revient de la communauté HPC qui est très exigeante et on a vu avec tous les détails techniques qu'on peut avoir. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis sûr que... Et merci pour les applaudissements pour Ryan parce que c'est vraiment un super projet. J'espère voir plein d'autres projets avec vous HPC dans l'année qui vient et pour l'année prochaine. Feedback is a gift, hein, donc vos retours c'est un cadeau, s'il vous plaît, renseignez-nous dans le sondage ce que vous avez pensé. On est aussi là juste après si vous voulez discuter et avec plaisir pour aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup.